Les amis, on a la chance aujourd'hui d'avoir Benoît. Benoît, ça me fait plaisir de te réaccueillir dans le mastermind puisqu'on te connaît. On a déjà vu ta petite tête passer dans le mastermind. Et du coup, bah, Ça date. déjà, merci. Et du coup, bah, comment ça va? Ça va, nickel. Nickel. J'ai pas la bougeotte si je suis en train de faire du cardio en même temps. Comme ça, j'optimise. T'as bien raison. T'as bien Ah. raison. Euh, bon, top. Bon, vous connaissez Benoît, les amis, Scalesia. Comment on peut pitcher Scalesia pour que ça soit intelligible pour tout le monde? Notre métier, c'est de mettre en place des machines à revenus pour nos clients, des entrepreneurs B2B, principalement dans du service, qui soit veulent accélérer, soit veulent se libérer du bouche à oreille. Donc, on le fait par en gros, du market et du revenu. Donc, on optimise leur machine à acquisition de clients et l'optimisation de leurs ops, de sorte à leur libérer du temps. Parce que les deux se nourrissent. Donc, si tu n'as pas le temps de bosser sur ton market et sur tes ventes, c'est compliqué. Et la plupart du temps, ces boîtes-là sont en fait enterrées dans le run. Donc, on travaille de concert sur les deux. Et ça se passe plutôt bien avec un groupe maintenant. Donc, là, on a plusieurs entités et plusieurs offres qui communiquent. Et l'idée, c'est de venir servir de façon très localisée les différents besoins de ses clients, que ce soit en acquisition de leads, que ce soit en optimisation justement plus spécifique sur des enjeux plus stratégiques, etc. Et que ce soit, ou alors que ce soit même pour certaines de leur faire décoller, parce qu'on a de les faire décoller, parce qu'on a un programme consacré 0 à 10K, quoi. Trop bien. Et la typologie d'industrie que tu accompagnes? Principalement service. Donc service, donc après, voilà, on va surtout réfléchir en vertical, non pas métier, mais en vertical business model. Donc Ok. ça va être service, donc agence, conseil, cabinet aussi. Mais après, on est relativement agnostique. On sait juste pas faire le B2C. Donc tant Ouais. que c'est du B2B, on s'en sort. Ok. Très très clair. T'as été hyper, enfin, tu es hyper exposé sur LinkedIn notamment. C'est un réseau social que tu as pas mal poncé. Tu veux nous faire un peu la rétrospective de ton évolution sur LinkedIn, un peu de Vanity Metrics, tout ça, tout ça? Parce qu'on va parler Ouais, aussi du changement de paradigme après. C'était quoi LinkedIn jusqu'à il y a encore quelques années? ouais, ouais. Parce que là les Vanity Metrics, il y a 2 ans, elles auraient pu envoyer, mais là, aujourd'hui, c'est compliqué pour tout le monde. En gros, LinkedIn, ça a vraiment été mon canal phare pendant très longtemps. On a toujours été très drivé par le média, nous, de notre côté. C'est-à-dire que, principalement par mon contenu qui s'est étoffé en plusieurs pans, plusieurs canaux. Donc LinkedIn, qui était mon canal principal de découvrabilité, etc. Et ça se passait très bien. En gros, il y a eu un peu l'âge d'or en 2023 où j'ai pris 50 000 followers. Enfin, c'était assez aberrant et c'était allé très très vite, très très fort. Je faisais quelque chose comme 40-50 000 impressions par post de façon systématique minimum. Enfin, c'était assez aberrant le reach à cette époque. Et derrière, ça me permettait de nourrir notre newsletter qui a aujourd'hui 112 000 inscrits, qui sont pas tous actifs, mais voilà, 112 000 inscrits, et notre chaîne YouTube. Et on a avec une logique très simple, hein, sur LinkedIn, qui était la prise de position, de l'apport de valeur, avec un funnel très simple derrière de booking d'appel ou d'obtention d'une ressource additionnelle. Donc, schéma relativement classique, mais j'imagine qu'à cette époque-là, j'ai réussi à me positionner dans un certain air du temps et certains canaux éditoriaux qui m'ont permis d'être plutôt bien positionné sur une longue période. Et effectivement, là, aujourd'hui, il y a eu un vrai, pas mal de bouleversements, et je pense que ça va être intéressant d'en parler parce que on peut pas du tout appréhender, selon moi, le contenu et le média comme on pouvait l'appréhender il y a encore que quelques mois en 2025. Et donc, ouais, faut qu'on en parle. Moi, pour le coup, pour LinkedIn aujourd'hui, j'ai une posture très simple qui est que aujourd'hui, plus personne n'y comprend rien. Je considère que là, je suis en phase de suspension de mon jugement, mais total. Pour donner un peu de contexte sur l'intervention de Benoît, on s'est appelé l'autre jour pour prendre des news.
Et on est tombé, enfin, on était d'accord sur ce constat-là, quoi. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'on était d'accord sur ce sujet-là, que en gros, on n'y comprend plus rien, quoi. Et donc, c'est un peu particulier quand tu vends du conseil, mais au moins, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et de toute façon, donc voilà, c'est un petit peu ça aussi c'est cette conversation qui amène aujourd'hui l'intervention de Benoît. Pardon, je referme la parenthèse. Ouais, ouais, mais tu fais très bien. Et le truc, c'est que bah, il y a un certain enjeu de notre côté sur cette réorganisation parce que bah, LinkedIn a toujours été un canal phare de notre côté. Et donc, on commençait à avoir une vraie dépendance à ce canal, à savoir que voilà, on fait entre 250 et 300 cas mensuels. Donc, tu as des enjeux de pipe quand même très conséquents. Et avec un modèle où on encaisse beaucoup upfront et pas forcément énormément de recurring derrière. C'est un truc qu'on est en train de corriger, mais voilà, le gros de notre LTV, pour le coup, on le génère sur les premiers encaissements. Donc, tu as un besoin de pipe qui est quand même conséquent. Et donc, bah, c'était au bout d'un moment un vrai sujet de est-ce que là, on n'est pas en train de se mettre dans une vraie situation très précaire, à dépendre d'un canal qui est de plus en plus imprédictible, dont les rendements des croissances sont de plus en plus visibles, quoi. Et donc, il y a eu un vrai enjeu, un moment de mise à plat, sachant qu'en plus, le deuxième euh, talon d'Achille de la stratégie, c'est que ça reposait exclusivement sur moi. C'est-à-dire que jusqu'à il y a encore quelques mois, j'étais à l'origine de littéralement 95% du contenu de la boîte. Et donc, gros sujet, du jour aussi de mon côté. Et donc, tout s'est un petit peu aggloméré là en l'espace de quelques mois avec l'IA aussi qui a pété, qui a eu un vrai. Qui, je trouve, a eu un impact mais déplorable sur LinkedIn pour le coup. Et le Là, plus. ça a coupé Benoît, ouais. On t'a coupé on t'a pas entendu sur la dernière phrase. C'est revenu là ou pas? Yes, là, nickel, c'est bon, ouais. Ouais, C'est je bon. sais pas pourquoi le câble de mon micro qui déconne complet. Ah, C'est yes. bon? C'est revenu? Ouais, nickel, nickel, nickel. Ouais. Et donc, LinkedIn qui a vraiment très fortement souffert de l'IA. Et donc ouais, là, ces derniers mois, en fait, on les a consacrés à dérisquer tout ça, à remettre les choses à plat et à décorréler le plus possible le, euh, notre logique marketing du reach. Ce Mm. qui, pendant un bon moment, en fait, il y avait une vraie linéaire entre les deux, quoi. C'est-à-dire que plus je Et, reachais, plus on générait de leads. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans l'économie actuelle de l'algorithmie, tu peux plus, enfin, c'est de plus en plus compliqué de partir viral. Et c'est de moins en moins souhaitable aussi parce que ça te contraint à faire des choses que tu n'es pas censé, enfin, qui tendent à contredire ce que tu as besoin de transmettre en termes d'information pour être pertinent auprès des bonnes personnes. Donc, tu sais, tu as un vrai creusement, tu as une vraie scission entre les deux, entre le mm. viral et la confiance. Et donc, on a été obligé, là, ces derniers mois, de réorganiser plein de trucs. Et donc, ouais, très content d'en parler, quoi. Et pour donner un peu de contexte, si jamais vous ne connaissez pas Scalesia depuis les grosses années LinkedIn, déjà, Benoît, dans un podcast, me disait, moi, en fait, mon truc, c'est d'écrire. Et j'ai une boîte qui me permet, en fait, de prendre le sujet, de prendre la parole sur un sujet. C'était presque le prétexte pour écrire la boîte. Donc c'est vraiment une boîte qui a été basée sur le copywriting, sur l'écriture, sur la rédaction, sur la modélisation. Et donc il y a un changement complètement, enfin complet de culture en fait chez Scalesia avec cette nouvelle réforme. Ouais, bah, le truc, c'est que, en fait, ce qui est Lesia, c'est la boîte d'un solopreneur pour qui, je pense que ça va résonner avec pas mal de monde ici, mais c'est la boîte d'un solopreneur qui s'est mis à scale et qui a eu une traction forte de par son contenu et qui s'est étoffé. Et donc, au bout d'un moment, tu sais, t'as un désalignement entre ta prise d'essor de créateur qui consacre une certaine quantité de sa bande passante à sa création de contenu et à ce que ça lui apporte, et qui en même temps doit cohabiter avec ces enjeux de CEO. Et au bout d'un moment, bah, tu te retrouves face à cette scission-là. Et nécessairement, tu vas avoir une usure. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment ressenti au bout d'un moment une usure où bah, tu commences à te répéter. Et surtout, en fait, tu commences à devoir euh, réfléchir de manière complètement différente, non plus en tant que solo créateur, pour le coup, si on parle juste de la partie création, mais en tant que
en tant que membre fondateur d'une équipe qui doit justement se constituer, etc. tu vois. Et ça, c'est des cheminements pour tout un tas de raisons que j'ai mis du temps à faire et qui nous ont fait prendre du retard sur un certain nombre de chantiers. Donc typiquement les ads, c'est le fait qu'on était porté par l'organique pendant aussi longtemps a fait que bah, typiquement on a sous-investi d'autres chantiers qu'on aurait dû déclencher il y a littéralement 200 cas mensuels quoi. Et, Ok. euh, donc Parce, ouais, je pense que c'est un et, truc sur lequel on peut se ouais. Est-ce que, pardon, excuse-moi, du coup là tu dis on aurait dû. Est-ce que ça c'est un concept, parce qu'on est tous là maintenant à se dire, si j'avais su, il y a 6 mois, un an, j'aurais pris le virage. Ok, c'est un petit peu ce que je dis entre les lignes, ce que tu dis là. Est-ce que du coup, on doit anticiper ce genre de truc, ou est-ce qu'on doit poncer un truc qui fonctionne? En l'occurrence, toi, t'étais la rockstar de LinkedIn, ou tu l'es, enfin voilà, enfin je mets ça au passé parce que c'est plus ta stratégie, mais c'est voilà, évidemment c'est pas un dénigrement de quoi que ce soit, mais LinkedIn, tu ponçais le truc, t'étais la rockstar. Donc, tu avais tout intérêt à aller jusqu'au bout du truc. Puis, il n'y a pas de coup de... Enfin, comment tu vois le truc? Parce qu'on est plein à se dire, il y a Jean, il a un enjeu de contenu. Maxence, il a un enjeu de contenu. Mario, il a un enjeu de contenu. Salma, elle a un enjeu de contenu. On est plusieurs à avoir des enjeux de contenu. C'est sûr que si on l'avait fait il y a quelques temps, on serait un peu moins dépendant de la pub. En ce moment, c'est un petit peu plus compliqué de faire de l'acquisition, machin, etc. Mais ça Mhm. fonctionnait et on cartonnait jusqu'à maintenant. Et on cartonne encore. Donc, Ouais. en gros, voilà. Est-ce que... voilà, comment tu gères ça? Bah, disons que je pense qu'il n'y a pas je pense qu'il y a pas de playbook universel, quoi. Enfin, je pense que déjà c'est propre à chacun et au jeu auquel tu joues. Moi, je peux te dire que, en tout cas, rétrospectivement, si je devais refaire des choses, euh, j'appréhenderais le truc de façon beaucoup plus euh, 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 ascetisée au sens entrepreneurial du terme. C'est-à-dire que bah, j'appréhenderais le contenu non pas comme une fin en soi, euh, Comme de une par ma brique. casquette Ouais. d'entrepreneur, tu vois, mais vraiment comme un actif qui me génère des outputs que je vais pouvoir réinvestir. Et ce que j'ai pas nécessairement fait, c'est-à-dire que j'ai pris effectivement mon contenu pour ce qu'il était, c'est-à-dire un vecteur de satisfaction pour moi, voilà, satisfaction dont on se fout hein, pour le coup. Enfin, je veux dire, notre boîte s'en fout royal que on soit satisfait du fait de produire du contenu qui nous plaise, etc. C'est un prérequis, mais en même temps, la boîte s'en fout. Tu vois. Et en même temps, je t'avais pas vu, Baptiste. Je regardais une vidéo de toi ce matin. Marrant, enchanté. Et, euh, et donc, je, et donc, je prenais le truc comme une fin en soi. C'est-à-dire que, bon, bah, ouais, j'y vais à fond, je continue d'optimiser le truc, etc. Avec une vraie négligence pour les autres canaux et mes autres actifs. Alors que si je devais le refaire aujourd'hui, je viendrais utiliser ça comme un levier pour le plus vite possible venir, peut-être au détriment de quelques points d'optimisation de ce canal-là, mais au bénéfice d'autres canaux qui vont me permettre de dérisquer. Et donc, typiquement, bah, si je devais refaire tout ça, je pense que j'aurais beaucoup plus investi dans la newsletter qui a pendant très longtemps vécu par effet de bord. Voilà. J'aurais investi beaucoup plus tôt dans les ads aussi, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de bâtir en quelques mois une armature bah, qui nous permet de nous supporter économiquement. Alors que bah, si on avait pris le truc beaucoup plus tôt, on aurait eu le temps de monter en puissance tranquillement, etc. Tu vois. Donc là, aujourd'hui, on est obligé de cravacher comme pas possible, c'est très bien, hein, mais voilà. Et pourquoi bah, parce que pendant un bon moment, on s'est un petit peu endormi l'air de rien, tout en ayant l'impression d'être productif, parce qu'on l'était et on générait du résultat, mais euh, d'un point de vue purement entrepreneurial, euh, businessman, tu vois, on n'était Mm. pas en train de se bâtir une série d'actifs qui se nourrissaient. Ouais. On avait un actif qui nous portait, et au bout d'un moment, le truc, c'est que, bah, comme toute hype, ça se tasse, et j'avais beau en avoir conscience, je continuais. Parce que Ouais. je pense que j'étais pris aussi dans cette ambiguïté du jeu auquel je jouais. Et j'étais en dissonance entre le rôle de créateur et le rôle de l'entrepreneur qui doit dérisquer aussi. Je pense à ceux qui fonctionnent beaucoup par le bouche à oreille. C'est la même chose. C'est la même chose, hein. Il y a un truc qui fonctionne, on le ponce, on a une hype et on peut ne plus être la personne à la mode, la personne top of mind aussi, hein, sur un Ah, sujet donné, hein. Ça marche bah, aussi. vous Euh, imaginez pas le nombre d'entrepreneurs en fait, c'est 80. J'ai analysé mes calls de découverte de ces 2 derniers mois.
Je m'apprêtais à dire 80%, mais non, c'est une autre donnée, mais 50% de nos prospects sont des prospects qui euh, avaient du bouche à oreille comme pas possible quelques mois auparavant et qui se sont rendus compte que le bouche à oreille s'est effondré et le réseau aussi s'est effondré en l'espace de quelques semaines parce que ça va très 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 vite. Et le bouche à oreille, le premier truc qu'on leur explique, c'est que c'est pas un canal d'acquisition, c'est pas un actif marketing, C'est c'est une un conséquence. c'est une conséquence qui te permet déjà qui met du beurre dans les épinards, c'est cool, voilà, mais qui est simplement une conséquence bien heureuse de deux choses qui sont en gros, ça témoigne d'une qualité de produit, d'une qualité de service, de delivery. Ça montre que tu sais ce que tu fais et que pour l'instant tu sembles les faire pour les bonnes personnes. Donc c'est un proxy. Et deuxièmement, ça montre que tu as une certaine capillarité de marché, c'est-à-dire que les gens voilà, tu t'adresses à un marché qui est bavard et qui parle, ce qui va pas être le cas de tous les marchés. Ça ne va pas plus loin que ça. Et c'est pas un canal marketing parce que tu peux rien en faire. C'est très compliqué d'ingénierer ton bouche à oreille. Tu peux mettre en place certaines choses, mais ça va toujours rester à la marge, ça scale pas. Et au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, ça va se tarir. C'est qu'une question de temps. Et d'où la nécessité très vite de bâtir un canal, un premier canal, un deuxième canal. Et c'est Jérémy Coleman qui parlait de cette stratégie en escalier où une fois qu'un canal fonctionne, bah, finalement, tu vas réinvestir ce surplus, le surplus que tu peux en fait, dans le canal suivant, de sorte à bâtir petit à petit quelque chose de solide. Et ton but, enfin, en tout cas, moi, mon but aujourd'hui, je l'ai compris, c'est plus d'être là, Turbo Rockstar, qui a saigné un canal et qui est un petit peu connu pour ça. J'en ai rien à faire. C'est juste d'avoir une boîte dont le tissu médiatique est suffisamment fort pour lui permettre de quoi. Et pendant un moment, forcément, tu sais, je prenais un peu cette identité, ouais, du mec qui a craqué LinkedIn, du mec qui fait des gros reach, etc. Ouais, c'est gratifiant. Oui, ça générait du business à ce moment-là. Est-ce que ça m'a apporté plus que ça? Non, franchement, pas fou, quoi. Hmm. Ok. Moi, j'ai une question. Sur le contenu, il y a deux gros enjeux, tu en parlais, le reach et la confiance qui vont amener du coup du business. Si là, on parle en partant du constat on ne comprend plus rien, mais on va projeter des idées. Si là, je démarre le contenu en 2026, je privilégie quoi? Le reach ou la confiance? Je construis d'abord des assets pour que les gens me trustent, ou alors je cherche absolument la visibilité. Bah, alors, je vais préambuler ma réponse en me disant que, comme je te l'ai dit, pour LinkedIn et pour le contenu au global aujourd'hui, je suspends complètement mon jugement parce que il y a eu beaucoup trop de bouleversements pour que je puisse t'affirmer quelque chose. Donc là, je suis vraiment et je rentre de nouveau en mode turbo expérimental chez Scalesia, comme si je devais rebâtir le truc de zéro en fait. Je pars en mode reboot. Donc moi, le premier truc que je ferais, c'est investir le plus vite possible dans la construction d'assets, ouais, de confiance. C'est-à-dire vraiment partir de cette fondation de preuves. Euh, c'est du témoignage, du cas client. C'est de la mise en scène de ton expertise de manière contextuelle. Tu as des appels, typiquement ce qu'on est en train de faire là. Donc, c'est construire des assets qui vont pas avoir vocation nécessairement à faire du gros reach, mais que tu vas pouvoir utiliser de deux manières. Déjà, comme vecteur de conversion, que tu vas pouvoir envoyer à tes prospects, au petit embryon d'audience que tu commences à te créer, etc. Le but, c'est de créer une assise de confiance, de légitimité, qui fait que c'est plus une question. Euh, Ensuite, deuxièmement, j'irai bâtir le deuxième socle, la deuxième couche, qui est une couche ici comment dire, de valeur applicative. C'est-à-dire que tu vas créer des contenus, que ce soit idéalement de la vidéo, mais ça peut être des ressources, etc., mettent, euh, qui mettent en scène, qui te permettent d'expliquer ton expertise dans sa fonction, dans son déroulé et dans ses conséquences. Donc, ça peut, tu sais, enfin, le principe même d'une VSL, sauf que tu vas le morceler potentiellement en plusieurs contenus qui vont te faire une playlist, etc. Mais en gros, avoir cette bibliothèque de preuves et d'éducation que derrière, tu peux utiliser un peu comme tu le veux, qui va faire sa vie algorithmiquement, que tu vas pouvoir mettre sur ton site, dont tu vas pouvoir faire une playlist sur YouTube, etc. Mais qu'en gros, tu aies ces ressources-là, que derrière, tu vas pouvoir
aussi utiliser comme matériau pour du repurposing et ainsi de suite. Mais déjà, faire un inventaire de toute ton expertise et la cartographier. La beauté du truc, c'est que derrière, tu pourras toujours le repurposer, le reproduire, le mettre à jour et ainsi de suite, puisque de toute façon, le contenu, c'est avant tout une rotation, quoi. Et après, une fois que tu as ce socle-là, là, tu vas pouvoir te poser la question de, OK, comment est-ce que, sur cette base-là, parce que finalement, en ayant produit tout ça, euh, j'ai moi aussi progressé dans ma compréhension de ce que je fais et ainsi de suite. Comment est-ce que maintenant je peux venir lui apporter une visibilité en produisant du contenu un peu plus ouvert, etc., plus axé découvrabilité et ainsi de suite. Donc j'aurais tendance, franchement, à inverser le mode opératoire actuel, qui consiste à rapidement essayer d'aller faire du gros chiffre, etc. Puisque le problème est que tu risques fortement, à mon sens, encore une fois, de l'ancrer sur des postulats qui sont pas forcément les bons, quoi. Hmm. Donc Ouais. ouais, vraiment, je poserais ces bases-là. Et après, nous, de notre côté, en ce moment, ce qui fonctionne de fou, c'est depuis 1 an maintenant, c'est du lead magnet qui fonctionne très bien en organique et en ads. Et sauf que le lead magnet, c'est le principe même des ressources. On est passé d'un paradigme où la ressource avant était statique. Donc, c'était du PDF, après du Google Doc, du Notion, etc. À maintenant du lead magnet, de la ressource interactive. Donc, que nous, on vibe code avec Lovable notamment. Mais ça va être par exemple, là, on est en train de tester. J'ai développé un jeu vidéo. Tu vois. Et donc, on est en train de tester plein de trucs comme ça. L'objectif étant euh, de rapidement identifier ce qui marche avec des outils d'audit. Tu sais, audit interactif, ça fonctionne giga bien. Calculateur. Et on peut pousser la créativité un peu, un peu à son maximum. Mais ça, typiquement, c'est des choses qui réalisent très bien en organique et qui, en même temps, derrière, peuvent très rapidement venir comme sous-couche de conversion sur tes contenus futurs. Donc Hmm. là, tu peux ajouter ça en CTA un peu sur tes contenus par la suite, quoi. Trop J'espère que je bien. pars pas, j'espère que je pars pas trop dans tous les sens. Non, c'est hyper bien. Parce que là, du coup, tu as précédé ma question et je voulais finir avant 30 pour laisser la parole aux membres du mastermind. Mais tu as précédé ma question qui était en gros, si on doit essayer de définir un micro-playbook, tu viens de le faire. Donc, c'est parfait. Merci, merci beaucoup. Et je regardais les membres. Flavio a développé un super lead magnet avec Lovable. Il nous a fait une démonstration. Mehdi fait ça aussi. Voilà, je sais qu'il y en a plein qui sont déjà dans cette démarche-là. Donc, ça valide pas mal ce que l'on fait là. Donc, trop, trop cool. Qui aujourd'hui a des enjeux autour de la création de contenu ou création de confiance. Jean, je sais que c'est ton game en ce moment. Maxence, on en a parlé hier pendant longuement, pendant longtemps. Mario aussi. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions pour Benoît, les amis. Je vais laisser le micro. Peut-être expliquer un petit peu votre contexte. Flavio, tu as des retours déjà sur ton lead magnet, t'as des premiers retours, ben? Écoute, on l'a pas lancé, on va le lancer sur du call de là via l'Emlist. Juste, j'en profite, Benoît, pour te remercier pour votre chaîne Scalesia. Moi, j'ai pas mal pensé votre podcast pendant longtemps. Là, ça fait un moment, pour être honnête, que j'ai pas vu passer. Je sais pas si vous avez J'ai vu un ensemble podcast le podcast. en full audio avec un pote qui Ok, est en full audio que tu peux trouver sur Ocha. Si tu tapes ok, Scalesia podcast, tu l'aurais trouvé. Et ok. là, ça fait 1 an qu'on a lancé ça et on parle de trucs qui porteraient pas du tout sur YouTube ou quoi. Donc je pense que et en plus on déconne beaucoup et on fait l'humour assez trash Parfait, par ça. moment. Donc il y a de quoi rigoler. Ça marche trop cool. Et juste, moi, je suis tout à fait d'accord. Je rebondis sur ce que tu disais sur l'Imagnette interactif. Là, on a bricolé un truc basé sur un replay de Webby qu'on a fait, un Webby qui avait cartonné. On a créé un Imagnette là-dessus qu'on va envoyer sur du code pour faire de l'acquisition dans la newsletter pour ce qu'on fait. Mais voilà, ça peut vous donner des idées. Merci en tout cas. Flavio, t'as de la chance que ça soit enregistré, sinon je t'aurais punchliné sur la photo de toi que t'as mis sur ton lead magnet, mais je le fais pas. Euh, Wesh. Du Espèce coup, on la d'escroc, va. retravaille. La photo, elle a On est 15 en ans. train de... C'est ça, on est en train de finaliser là. Il faut que je peaufine là, mais on va envoyer ça bientôt. Mais là maintenant tu as l'excuse de dire c'est pas moi, c'est l'IA. Ouais, c'est ça. C'est clair. Mehdi? Ouais, salut Benoît. Salut Mehdi. Merci du coup pour ton intervention. Je pense qu'on s'est parlé il y a quelques mois. Tu sais, j'avais créé l'audit qui permet d'analyser les sites sur la conversion, le tracking, etc.
Du coup, ouais, ça fonctionne bien. Moi, j'avais une question, c'est, tu vois, quand tu fais un post LinkedIn et tout, ça fonctionne. Après, j'ai, on va dire, un, deux leads par mois qui tombent. Mais moi, ma problématique, c'est comment, tu vois, de booster davantage et que ça permet de, enfin, tu vois, qu'il soit un truc un peu plus continu. Je sais pas si t'as des idées là-dessus. À part, Bah, évidemment, les ads, quoi. ouais, ouais, bah, sur LinkedIn, comme je t'ai dit, je peux parler à l'aune de nos données de ces derniers temps. Hmm. Moi, je fais partie des gens pour qui ça drop très très fort, hein, honnêtement. Ok. Et c'est pas grave parce qu'en fait, on a maintenu notre, on a augmenté notre CA, on est en croissance, etc. Donc franchement, je vois vraiment pas comme un problème. Par contre, ouais, ça drop très 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 fort. Euh, sur ces derniers temps, parce que j'analyse très régulièrement nos données, ce qui va fonctionner en termes de format, ça va être de mon côté, hein, ça va être de l'infographie à forte densité de valeur. Donc, c'est vraiment cette notion de densité de valeur et du carrousel. Carrousel qui commence à baisser un petit peu. Hmm. Euh, la vidéo, c'est un peu un outlier de mon côté, c'est-à-dire que j'en produis peu et pourtant, c'est ce qui tend à générer le plus de résultats. Pas nécessairement en termes de reach, mais en termes de profondeur de connectique que tu vas créer avec ton audience. Donc c'est cool parce que là, tu passes d'un post qui va être consommé en 20 secondes à un post qui va être potentiellement consommé en 7 minutes. Donc tu sais, c'est un vrai impact pour le coup. Donc ça, c'est un truc sur lequel je suis en train d'accélérer. Les posts uniquement textuels, pour le coup, en termes de reach et de performance pure, ça sous-performe vachement plus qu'avant de mon côté. Et au global, moi, c'est un truc que je comprends pas sur LinkedIn. C'est pour ça qu'en ce moment, j'ai beaucoup plus de questions que de réponses, hein, sur LinkedIn. C'est pour ça qu'aussi, je fais un pas de côté, histoire de laisser le truc se réorganiser. Parce que je pense que même LinkedIn, en fait, je vais te dire, je pense que même LinkedIn ne sait pas comment faire fonctionner LinkedIn aujourd'hui. Je pense que les ingénieurs, en fait, ont créé un tel bull qu'ils essaient petit à petit de patcher un truc, mais qui n'est pas patchable. C'est mon intuition, hein. Et en fait, essayer de temporiser en faisant des petits effets d'annonce, etc., pour suggérer l'idée qu'ils y comprennent quelque chose, alors que je pense qu'en fait, ils ont juste foutu en l'air leur algo. Enfin, leurs algos. Donc, c'est mon intuition. Et donc, bah, nous, on est complètement valdingués avec un feed qui fait n'importe quoi. Euh, un truc que j'ai constaté, par contre, c'est mon plus gros apprentissage de ces derniers temps, c'est que un très faible pourcentage du playbook anglo-saxon, donc de ce qui marche sur le contenu US, enfin anglophone, va tendre à fonctionner sur une audience française. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, si c'est culturel, si c'est linguistique, j'en sais rien. Mais typiquement, bah, là où bah, justement les postes à très forte densité de valeur vont très fortement fonctionner sur du marché anglo-saxon. Donc c'est bah, justement l'infographie ultra actionnable avec énormément de données dessus, etc., va tendre à viraliser très fort. Et bah, sur le marché français, j'en vois déjà, ça fonctionnouille chez moi, vite fait, tu vois. Et c'est un truc qu'on sait faire, donc on le fait, mais on voit bien que ça sous-performe vachement par rapport à de l'équivalent anglophone. Et il y en a peu finalement qui prennent en français. Et donc de ce que j'en constate, on n'est pas les seuls concernés. Et donc j'ai l'impression que en France, il y a ce truc-là de la prise de position en fait, et que les postes qui tendent à marcher sont des postes, et pour le coup, j'ai des données là-dessus, sont des postes qui tendent à être de plus en plus polémiques, de plus en plus, voire même politiques, et qu'en gros, l'audience française, quelle que soit la verticale, tend à être en demande d'opinion plus que d'information. C'est un peu à l'image du Et reste de la société, dans tous les cas, et du reste, c'est partout pareil. Il n'y a plus de médias modérés, il n'y a plus de prise de position. Enfin, quand je dis plus, bien évidemment, j'abuse, hein, mais c'est quand même, ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est quand même les prises de position fortes de manière générale. ouais, ouais, mais c'est ce qui tend à être. Enfin, pour le coup, c'est sur LinkedIn que. LinkedIn, en fait, on dit beaucoup que LinkedIn se TikTokise. Je l'ai dit. Pour moi, LinkedIn se Twitterise de fou. Et donc,
L'idée, c'est d'appréhender, j'ai l'impression, c'est une hypothèse, je parle qu'en hypothèse, hein, cette année, c'est mon mot d'ordre, mais une hypothèse, c'est d'appréhender LinkedIn comme une sorte de Twitter, sauf que tu n'as pas 140 ou 280 caractères, tu en as 3000. Voilà, en gros. Donc, de l'opinion, de la prise de position, du coup de gueule, se plaindre, etc. C'est-à-dire qu'en gros, ça fonctionnait déjà en 2019, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est ce qui tend à fonctionner le mieux, en tout cas en France. Et donc après, ça dépend encore une fois du jeu auquel tu joues. Moi, perso, j'ai la flemme, et tant pis. Enfin, là, pour l'instant, j'ai pas du tout envie de jouer à ce jeu-là. Et pour le coup, bah, sur YouTube, là, on relance la machine de notre côté. C'est encore balbutiant parce que j'ai un peu burn-out de la vidéo pendant quelques temps. Mais j'ai l'impression que sur YouTube, pour le coup, on est moins là-dessus et qu'on est vachement plus sur bah là, sur de la valeur, justement, et que l'audience va tendre à être réceptive à une profondeur de pensée, qu'elle soit polémique ou pas, quoi. Et donc, c'est ce qui, pour moi, tend à rendre YouTube vachement plus intéressant que LinkedIn, même en tant que consommateur. Yes, Jean. Merci, Benoît. Merci, Mehdi. Ouais, Merci. merci Benoît. Moi j'ai une question, tu sais, il y a deux pensées qui s'opposent souvent quand on les décrit, mais qui en fait sont complémentaires. C'est être focus sur quelque chose pour que ça fonctionne, sur un média pour que ça fonctionne, et cette idée de diversifier que tu as bien exposée avec l'investissement en escalier. C'est une question un peu théorique, mais dans ta perception de la situation, quel va être l'indicateur, quel va être le moment où tu vas dire, ok, bah voilà, moi j'ai fait des ads en premier, j'ai brûlé sur les ads en méta, par exemple, tu vois. À quel Mhm. moment tu vas dire, ok, bah je vais passer, maintenant c'est le moment de réinvestir dans l'organique, c'est le moment de réinvestir euh, dans une autre console ads, dans une autre, aidez-moi. Enfin, Un t'as autre compris. canal, un Ouais, autre voilà, canal. voilà, exactement. Hmm. Parce que tu vois, le principe du bouquin, on l'a un peu tous, mais en fait, à quel moment t'investis et combien t'investis, tu vois. Hmm. J'ai pas. Alors, peut-être que je devrais avoir là un framework précis à te donner. Là, en l'état, j'en ai pas. Sur, sur les ads, notre côté, l'enjeu, c'est. En fait, les ads, pour le coup, on est sur quelque chose de différent parce que la profondeur de scale est potentiellement infinie. C'est-à-dire que sur Meta, tu peux. Enfin, on a une marge extrêmement conséquente en termes de dépenses. On pourrait rajouter là littéralement 2 zéros sans problème sur notre dépense mensuelle. Tu vois. Et pourquoi tu le Donc, fais pas, par exemple? parce que ça se fait progressivement en fait. C'est-à-dire Ok. que Meta, je sais pas si tu en fais, mais Ouais. Meta, c'est vraiment une régie euh, qui se désorganise très facilement. C'est-à-dire Ok. que si tu augmentes de plus de 30% d'un coup, c'est une règle hein, en media buying, mais si tu augmentes de plus de 30% d'un coup tes dépenses, tu vas mettre un sbeul comme pas possible dans ta logique de dépenses, dans tes enchères. Et donc, tu vas te retrouver avec une baisse très forte. Tu peux, et ça se produit la plupart du temps, très forte de tes performances. Et donc, nous, la dernière fois qu'on a fait ça, qu'on a augmenté un peu trop fort. On s'est retrouvé avec des dépenses qui ont augmenté, mais des pertes sur 2 semaines qui se sont effondrées, Ouais. le temps que ça se réorganise. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est d'augmenter petit à petit, de façon proportionnelle, à mesure que tu augmentes ta quantité de créa. Et Ouais. donc, ça se fait vraiment sur le temps long, quoi. Et donc, nous, on va augmenter de quelques pourcents toutes les semaines, voilà, et pas toutes les semaines pour être sûr que ça se maintienne. Donc, la logique est pas du tout la même, pour le coup, que sur du contenu organique. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si je te oublie ce que j'ai dit sur le payant, si je réoriente la question que sur l'organique, Ouais, la montée en escalier, tu la déclencherais par quoi, toi? je la déclencherai par est-ce que le canal, deux choses. Déjà, est-ce que le canal en l'état a atteint un seuil de performance sur la base des indicateurs sur lesquels tu t'es axé à l'origine que tu considères comme satisfaisant? C'est-à-dire que bah là, typiquement aujourd'hui, on relance la chaîne YouTube après quasiment 4 mois de jachère, on n'a rien publié dessus. Euh, bon, bah là, on a certains indicateurs en termes, en termes de vues, en termes de revenus, en termes de tout ce qui se passe entre les deux, de leads générés, etc., Mhm. qu'on va surveiller. L'objectif, c'est d'atteindre un certain seuil quantitatif. Voilà. Une fois qu'on aura atteint ça, là, on se posera la question de, bah, typiquement sur YouTube, lancer une autre chaîne sur un autre format pour partager d'autres typologies d'informations sous d'autres manières, etc. Euh,
Donc, ouais, c'est toujours cette question-là première de est-ce que là, tu as atteint un seuil de performance minimal satisfaisant? Parce que en dessous, bah, tu es juste en train là, de te disperser. Au-dessus, si tu attends beaucoup trop longtemps, bah, là, tu es en train de prendre du retard sur justement cette logique de dérisquage. Et le deuxième critère, franchement, au bout d'un moment, c'est aussi est-ce que en tant que créateur, tu as envie ou pas, quoi. Franchement, et je pense que c'est à un moment, on en revient toujours à ça. Typiquement, euh, à un moment, la raison pour laquelle j'ai mis YouTube en retrait, c'est juste que j'en pouvais plus. C'est juste que vraiment, ça m'a gonflé. Et je me rendais compte que là, j'étais en train juste de produire pour rien et que ça commence à m'aligner de plus en plus. Donc, à un moment, il y a aussi cette question de toi, est-ce que c'est un prix que tu es prêt à payer? Est-ce que c'est un investissement que tu es prêt à faire? Non pas que financièrement, mais aussi énergétiquement, parce que ça va être chronophage. Et parce que là, on atteint un niveau d'exigence en termes de contenu parce que bah, l'IA est venue faire exploser le centre de la courbe de Gauss, qui fait que le contenu moyen est ultra surreprésenté et que c'est très compliqué de se démarquer à la marge et que tu es obligé aujourd'hui de produire un contenu qui, pour ne pas être du bruit et devenir un signal, doit être substantiellement supérieur en termes de qualité et de profondeur à ce qu'une IA va pouvoir produire. Et en mettant de l'humain, en mettant de l'authenticité, de la fragilité, en mettant de la perspective et ainsi de suite. Et, euh, et donc ça, euh, ça nécessite un certain investissement. Donc typiquement, bah, YouTube, là aujourd'hui, je l'ai relancé parce que je suis dans une disposition où non seulement j'ai envie, j'ai l'énergie, je suis prêt à me coller deux vidéos par semaine, et ce qui n'était pas le cas il y a 3 mois. Et pourquoi? Bah, parce que là aujourd'hui, on a réussi à stabiliser un certain nombre de choses sur nos autres canaux, ce qui n'était pas le cas avant, donc c'était pas le sujet. Donc il n'y a pas de règle absolue, mais si j'avais 2 curseurs à te donner, ce serait cela. De toute façon, on le sait, hein, si c'est pas performant pour la boîte, c'est compliqué. Si c'est pas écologique pour l'entrepreneur, ça va pas Ça durer tient pas. longtemps. Ouais, bien sûr. Donc on sait que c'est les deux paramètres. Et puis pour le coup, ils se multiplient, hein. Il suffit qu'il y en ait un qui passe à zéro et c'est la merde, hein. Donc Mm. ouais, ça c'est clair. Clairement. Merci Benoît. Toi, Jean, aujourd'hui, la part d'organique, tu veux l'augmenter. Euh, Plutôt des enjeux du coup vu que quand on a, enfin, je pose une question Ouais. pour ce use case-là. Quand on a déjà des grosses dépenses publicitaires, l'enjeu il va être surtout d'aller chercher de la confiance plus que de la visibilité, parce que la visibilité on l'a déjà, hein. Qu'est-ce Ouais, qu'on mais pense, tu vois, Jean? c'est ça que j'ai du. Ouais, vas-y, Benoît, Ouais, c'est non, intéressant. vas-y, Jean, vas-y, Non, mais c'est rebondis. ça que j'ai du mal que t'as du mal à traquer. C'est que, donc moi, je suis très méta. Là, avec Maxence, on dépense 30, on est en train de passer à 50 mensuels. Clairement, je pense qu'on peut aller plus. En fait, c'est dans quelle mesure le travail qui va être fait sur l'organique sert vraiment directement et dans quelle limite tu es obligé d'en faire. Tu vois, est-ce qu'il faut faire un Reels par semaine suffira parce qu'en fait, c'est bon, tu as 3 mois de, de fil ou est-ce que tu as besoin d'en avoir 5 par semaine? Tu vois, quel est le niveau d'interaction et à quel moment tu dis, bah non, en fait, l'organique en lui-même doit être indépendant et autonome et amené par lui-même. Tu vois, c'est ces arbitrages-là qui sont un peu compliqués parce que dès que tu vas aller de l'un à l'autre, le volume de travail que ça amène, on vient de le dire, il est Mo- substantiel, quoi. Moi, une de mes théories, hein, juste pour compléter, Jean, et Benoît, je te laisse la parole, mais c'est qu'en 2026, on doit vraiment, dans nos industries, commencer à vraiment considérer des attributions qui sont plus complexes. On n'est pas monocanal, je fais un truc sur Meta, ça fonctionne, je fais un truc sur Google, ça fonctionne. Si j'en enlève un, ça touche pas l'autre. Non. Maintenant, je pense qu'en fait, on est vraiment dans un mix marketing et cross et les plateformes ajoutent, enfin, comment dire, se complètent. Se complètent. Quand je dis les plateformes, c'est les différents types de contenus, les différents types d'acquisition. Je sais pas quel est ton avis, Benoît, par rapport à ça. Euh, moi, je suis assez partagé sur le sujet parce que euh, j'ai toujours eu un rapport très conflictuel à l'attribution. Effectivement, parce que l'attribution, elle te donne, elle a cette tendance au réductionnisme, à te donner une donnée brute que tu vas considérer comme exploitable, alors qu'en fait, elle vient gommer toute une complexité. C'est-à-dire que elle vient te dire, voilà, le parcours de cette personne-là est celui-ci, c'est-à-dire que cette personne-là a converti grâce à tel contenu, tel canal. Alors que ça dit absolument rien de tout ce qui s'est passé entre ton first et ton last click. Et ça, c'est un vrai sujet parce que bah là, aujourd'hui, ouais, ce qu'on constate, c'est que nous, typiquement,
les prospects qui signent le plus vite chez nous et qui signent le plus et qui restent le plus longtemps et qui, in fine, sont les plus satisfaits, sont ceux qui ont mis le plus de temps en amont à consommer notre contenu, à s'éduquer sur des temps, pour le coup, de gestation de 1 an, 2 ans, parfois 3 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça serait impossible, pour le coup, de modéliser un parcours. Impossible. Parce que tu en as qui vont avoir poncé mon podcast audio, d'autres qui vont poncer YouTube, d'autres qui vont poncer LinkedIn, d'autres la newsletter, d'autres tout en même temps, d'autres pour lesquels ça va être des petites phases. Et le truc, c'est que tu en as d'autres aussi qui vont nous voir en intervention. Donc là, intervention comme je suis en train de le faire là, et pas du tout notre contenu en ligne. Et donc, en fait, c'est un moment, euh, oui, c'est intéressant dans une certaine mesure de mesurer des performances à une échelle un peu micro, mais j'ai tendance à dire honnêtement que c'est plus pour se rassurer qu'autre chose. Genre, sincèrement, sur tout ce Ouais. qui est organique. L'avantage du paid, c'est que tu peux mesurer un certain nombre de choses à l'échelle d'un funnel. Sur l'organique, c'est quasiment impossible. Et donc, j'aurais tendance juste à te dire que le postulat de base, si tu décides d'investir un canal, c'est te donner un temps incompressible de plusieurs mois au sein duquel tu vas produire la quantité d'input la plus élevée possible sur la base de ce que tu peux faire. Donc, si tu décides d'investir un canal, si tu décides d'investir Insta, par exemple, eh ben, mets-toi en tête d'y consacrer 2 quarters où tu vas publier un réel par jour. Parce qu'il n'y a aucun monde où, en publiant un réel par jour pendant 6 mois, tu te retrouves pas in fine avec une progression à minima linéaire, quoi. Trop, trop, trop cool. Ah, il y a Maxence, ça te Goué. parle? Ouais, Il y a Maxence qui est là. moi, je suis en train d'être sur le compte Meta en même temps, mais j'écoute une oreille, donc Non, deux quarters, hein. 2 quarters avant de tirer les conclusions. Ouais, entre 1 et 2 quarters, mais ouais, sincèrement, sur l'organique. Et en plus, le truc, c'est que ça te donne des effets de bord que tu peux pas quantifier et de moins en moins quantifier sur de la métrique pure. C'est-à-dire que sur LinkedIn, par exemple, ça nous arrive régulièrement d'avoir des clients qui reach très très peu. Donc, si tu regardes leur reach, ça se compte en centaines d'impressions, etc. C'est pas fou, mais qui vont générer du business de manière substantielle et très asymétrique par rapport à leur reach dans l'absolu. Parce que tu as des logiques algorithmiques qu'on maîtrise pas. Et ça, c'est un truc sur YouTube que beaucoup d'experts YouTube, par exemple, vont te dire hein, que quelques centaines de vues extrêmement qualifiées valent bien plus que plusieurs dizaines de milliers de vues pas du tout qualifiées. Sauf qu'à un moment donné, tu te retrouves un peu en dissonance quant à l'injonction justement de faire de la vue, de faire de la vanity. Est-ce que c'est souhaitable dans une certaine mesure? Est-ce que Finari, par exemple, fait très bien de faire de la grosse vue? Oui, carrément, parce que c'est cohérent avec leur stratégie de distribution, leur positionnement très grand public, très B2C, etc. Est-ce que c'est le playbook pour toutes les boîtes et est-ce que c'est le playbook pour 100% des canaux que tu vas investir? Non, pas forcément. C'est-à-dire que typiquement, je regarde sur mon podcast audio là, je regarde de manière je regarde absolument pas les écoutes qu'on fait. Ça m'intéresse pas. Je vais regarder comme ça anecdotiquement histoire de voir à peu près combien de personnes nous écoutent, mais ça ne me dit absolument rien. Et en plus, je sais Tu que vas pas en typiquement, tirer de conclusion pour le business, quoi. rien. Et je regarde même pas si ça nous génère du business. Ouais. Je regarde Ok. même pas parce que c'est pas pour ça que je le fais. Et je le fais pour que les gens qui nous écoutent euh, sachent, en fait, sachent à 100% à qui ils ont affaire et créer un parasocial fort sur le temps long. Euh, et après, qui nous aiment nous suivent sur ce canal. Hmm. Clair. Fabio? Ouais, j'avais juste, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai fait moi sur mon compte perso. Moi, je suis très organique, un post par jour. Mais je pense que pour peut-être aider et aller encore plus vite, je pense que si tu te poses de temps en temps pour voir faire un travail sur les hooks et bien définir ta cible et raffiner ça, je pense que les résultats vont être encore plus rapides. Je vous dis ça parce que moi, c'est un travail que je veux faire maintenant, d'analyser vraiment les hooks, etc., et d'avoir une répartition en fait de typologie de poste.
Parce que là, aujourd'hui, ce que vous voyez, si vous me suivez sur les réseaux, c'est un petit peu à l'arrache. Je prends tout ce qui passe, je mets dans le pipe, un post par jour, et puis voilà. Je pense que pour aller encore plus loin, et je suis tout à fait d'accord avec toi, un post par jour en 6 mois, si ta niche est bien définie, il n'y a aucun monde où tu n'as pas de résultat, quoi. En tout cas, ça aide tes ads aussi. Ça te permet de faire vraiment de l'acquisition hyper ciblée avec très peu de followers. Tu peux exploser, quoi. Enfin, ouais, moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu disais. Bah, là, un truc qui m'a été très utile. Après, le truc, c'est que ça peut vite devenir du bruit et de la paralysie, et créer de la paralysie décisionnelle. C'est cruncher toute la donnée que tu peux avec une bonne IA pour le coup. Et ce que j'ai fait ces derniers mois, des chantiers qui m'ont vraiment été très très utiles sur ces aspects. Déjà, c'est d'analyser tous mes calls. Donc, j'ai analysé 2 typologies de calls, nos appels de vente pour comprendre qui nous contactait, pourquoi et ainsi de suite, et analyser tous nos transcripts de témoignages pour identifier exactement à quoi ressemble notre client idéal, c'est-à-dire celui qui a coché toutes les cases sur toute la customer journey. Et ça m'a permis d'en tirer 2 profils pour voir un petit peu les patterns, ce qui se recoupe, ce qui se recoupe pas. Et ça m'a permis de cartographier de manière ultra approfondie toute la psychologie de mon prospect, donc sa psychographie, sa firmographie, sa démographie, et ainsi de suite. Et de là, j'ai pu en extrapoler des thématiques, des points d'interrogation, des objections, des problèmes. Et faire ce travail-là, ça m'a permis en gros de savoir exactement quelle typologie de contenu je devais créer. Et ensuite, tu déroules. Et après, deuxième chantier que j'ai fait, c'est que je le fais régulièrement, je vais quasiment tous les mois, je vais aller récupérer mes posts des semaines précédentes. Je vais avec un outil qui s'appelle Shield. Je vais récupérer tout ça, je vais analyser tout ça en détail. Donc, je vais tous les posts, histoire de voir ce qui en ressort, identifier des patterns que je pourrais pas identifier à main nue, à l'œil nu, quoi. Et ça me permet d'identifier s'il y a effectivement des décalages entre ma ligne édito et mon client idéal. Donc, ça me permet d'ajuster au fil du temps. Et franchement, ouais, c'est très, très utile de mon côté, en tout cas. Ouais, Jess? Ouais, bonjour. Merci déjà pour cette intervention. Du coup, si on prend une stratégie Instagram, est-ce qu'on peut du coup balancer sur LinkedIn comme ça? Parce que honnêtement, je ne comprends pas du tout comment fonctionne LinkedIn. Je vois les On posts est qui deux. fonctionnent autour de moi, j'ai l'impression que c'est des posts Insta et en fait, c'est des réels Insta. Et, euh, et sinon, j'ai l'impression que c'est que des copier-coller d'IA tout le temps. Donc, je me dis, est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire une stratégie LinkedIn ou est-ce que, puisque nous, on sait que c'est un de nos canaux d'acquisition Insta, du coup, on balance les mêmes sur LinkedIn et puis après, c'est à moindre performance, tant pis, quoi. Ça fonctionne? Ouais, ça peut fonctionner. Je sais pas, je l'ai jamais fait du coup pour l'instant. Mais... Non, c'est une Ah, question tu pour l'as jamais moi. fait? Ah oui, c'était une question, ouais. Est-ce que du coup, on peut faire ça et se dire, bah, de toute façon, au pire, En on gros, a plus de... t'as Insta en first et tu repurposes sur LinkedIn. C'est ça la. Ouais, c'est ça la question. Ok. Mm. Bah, euh, en fait, ça touche ça fait partie des canaux. Et LinkedIn tend à être concerné aussi de plus en plus. Ça fait partie des canaux de flux et de feed. Donc, tu sais, c'est des canaux où la durée de vie du contenu est très courte. Mm. Donc, tu vas avoir Insta, les shorts sur YouTube, TikTok et Twitter et LinkedIn. Là, pour le coup, de plus en plus. Et, euh, et donc, pour le coup, perso, j'y vois pas de contre-indication de mon côté. Et c'est même un truc que je fais de plus en plus. C'est-à-dire que là, honnêtement, LinkedIn, au fil du temps, de mon côté, devient de moins en moins un canal de création pure. Là où avant, c'était un canal au sein duquel et pour lequel j'allais investir en charge éditoriale. Donc vraiment, je voulais créer spécifiquement pour LinkedIn. Là, aujourd'hui, c'est de plus en plus un canal de repurposing. Ok. Donc, où je vais reformater si j'ai besoin. Mais sinon, ça va être du... ouais, si je peux republier tel quel un contenu que j'ai publié ailleurs sur LinkedIn, je vais de moins en moins en privé. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? J'en sais rien, mais aujourd'hui, j'identifie de moins en moins de différence entre ces 2 typologies de contenu, du repurposing. Est-ce que en reformatant légèrement ou pas, ou un post pensé spécifiquement pour quoi. Et après, là, pour le coup, c'est un retour que je peux te faire. Enfin, c'est très subjectif et très contextuel à moi, hein, mais ouais, franchement, en ce moment, un truc, par exemple, qui tend à plutôt bien fonctionner, alors que c'est vraiment la méthode de la flemme,
Je vais récupérer une newsletter que j'ai écrite, le Google Doc, sur lequel j'ai écrit la newsletter. Je vais en faire un PDF où je vais grossir un peu le texte, etc., histoire que ça donne un petit carrousel. Et je publie vraiment le PDF tel quel en mode crado. Et ça, pour le coup, j'ai déjà eu des perfs extrêmement intéressantes, quoi. Ah oui, ok. Et donc, ouais, sur LinkedIn, il y a aussi ce cachet, il y a aussi ce premium à, entre guillemets, l'authenticité, parce que bah, la qualité esthétique aujourd'hui, c'est commoditisé, quoi. Parce que bah, là, tu peux faire une infographie super jolie avec le design en littéralement quelques minutes. Donc, ça tend à se commoditiser. Finalement, ce qui s'est décommoditisé, bah, c'est le fait de faire un truc un petit peu plus fragilos, un petit peu plus spontané, etc. Ok. Après, notre but, ça serait d'avoir vraiment des vidéos, quoi, des réels, tu vois. De toute façon, Jessica, comme on disait, le modèle d'attribution, c'est difficile. Entre le premier clic et le dernier clic, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ouais, tu sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Si on ne sait pas ce qui se passe, stratégie d'omniprésence. Ouais, ok. C'est un petit peu ça. Moi, ce que je comprends derrière ça, tu vois. Ok, ok. Euh, voilà, donc ça veut dire le coût de repurposing dans tous les cas, il est très faible. Voilà, un canal en first, donc Insta, si toi ça fonctionne bien. En vrai, le coût après le coût pour le faire, il est vraiment marginal, quoi. Mm. Ok, super, merci beaucoup. Cool. Salma, merci Jess. Yes, salut et merci Benoît pour l'intervention. Moi, je voulais juste avant de terminer avoir ta vision plus sur Insta où justement on voit que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas le contenu qualitatif qui fonctionne. Là sur 2026, c'est plus retour vers le contenu bruyant, authentique, vulnérable et compagnie. Mm. Et généralement, on cherche toujours à avoir plus de découvrabilité avant d'apporter de la valeur en soi, avant d'attaquer le comment est-ce qu'on fait ou autre. Je voulais juste avoir ta vision par rapport à ce changement justement algorithmique. Comment tu vois les choses sur Insta aujourd'hui, où avant on pouvait balancer de jolies vidéos montées et montrer qu'on sait de quoi on parle à d'autorité crédibilité. Aujourd'hui, il faut connecter d'abord et faire Mm. beaucoup de mainstream. Et c'est très frustrant pour les clients que je peux avoir, moi de mon côté, où justement ils veulent vendre rapidement. Et alors que la notion de attirer d'abord et construire la communauté, c'est long et ça crée de la frustration en soi. Bah, alors ça, c'est un truc sur lequel je me suis acté, hein, c'est de mon côté, hein, c'est que euh, les coûts d'acquisition augmentent. On est dans une dynamique inflationnaire sur ce plan, ça c'est sûr. Et les time to sell, le temps de vente, s'allonge aussi. Ouais, Je pense pas que ce soit négatif. Je pense que c'est au contraire positif parce que je pense que ça tend à derrière générer des collaborations vachement plus fructueuses et beaucoup moins de chaos pour tout le monde. Euh, le problème, en fait, il vient quand tu le considères justement comme un problème. Je pense qu'effectivement, on n'est plus du tout. Là, aujourd'hui, moi, perso, tu me demandes de faire fonctionner rapidement une ligne édito pour générer du bise, je sais pas faire. Je savais faire il y a 2 ans, 3 ans, sur LinkedIn, par exemple. Je savais, ouais, pour le coup, c'était quelque chose de faisable. Là, aujourd'hui, je sais plus faire. Et je suis même pas sûr que ce soit souhaitable. Parce qu'effectivement, la question, c'est pas comment est-ce que je me fais découvrir, peu importe le canal, hein, que ce soit sur Insta ou comment je me fais découvrir par quelqu'un et comment est-ce que je le convertis le plus vite possible. Pourquoi? Parce que bah, là, ça contrevient un petit peu à la logique d'achat des gens aujourd'hui. On n'est plus en période d'abondance artificielle post-Covid. Les gens aujourd'hui se sont sophistiqués dans leur logique d'achat. On a tous mm, déjà acheté des accompagnements, des trucs en ligne, etc., avec plus ou moins de succès, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, les gens aujourd'hui sont plus prudents, sont moins impulsifs, ont appris à raisonner, à se raisonner. Et donc maintenant, on est sur une logique du temps long, du parasocial, etc. Et donc, moi c'est un truc que j'ai modélisé la semaine dernière, parce que j'aime bien modéliser des trucs. Euh, En gros, il y a trois, il y a trois un framework que je suis en train de déployer. C'est les 3 P. Et je pense que c'est l'hypothèse sur laquelle je vais m'axer moi pour la prochaine année. C'est euh, perspective. Euh, Attends, excuse-moi. Parce que j'ai changé. Attends. J'ai changé les terminologies. Je veux être le plus C'est à jour avec, possible. c'est avec qui cette semaine que j'ai parlé des 3 P? Ah non, c'est avec Yoni.
Moi, ma version, c'est le pain point, la promesse, la preuve. C'était, pour moi, c'était le triptyque à chaque fois, mais c'est pas le même On va que faire, Benoît. on va faire une Battle Beyblade de modèles. Et Ah, le premier attendez, qui fait une blague sur la triple P sera banni du mastermind. pas de ça chez nous. Euh, attendez. Hop là. Donc, c'est perspective, parasocial et promotion. Donc la perspective, en gros, c'est ce que tu amènes c'est ce que tu d'unique, de différent. C'est ta façon de voir ton ta petite partie de monde, en fait. C'est ta façon de voir le problème que tu adresses, pourquoi c'est un problème, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment juste ton angle de vue, ton paradigme, qui par définition, si tu fais un travail de modélisation, théorisation, bah, va être unique. Deuxièmement, c'est le parasocial. Et le parasocial, c'est le lien de confiance, la relation que tu vas créer avec ton audience et qui aujourd'hui est de plus en plus nécessaire. Et pourquoi? Bah, pour toutes les raisons que j'ai invoquées. Donc, c'est comment est-ce que tu arrives à créer ce relationnel? Bah, déjà avec de la fréquence, de la régularité. Et la troisième variable, c'est de la preuve. Donc et on pourrait rajouter même la constance, donc dans ta perspective. Donc est-ce que tu restes, est-ce que tu te contredis ou pas? Si tu te contredis, est-ce que, tu fais, entre guillemets «amende honorable intellectuelle» d'expliquer pourquoi, tu revires et ainsi de suite? Parce que si tu changes de perspective tous les 4 matins, ça va être compliqué. Et dernièrement, c'est, la promotion. Donc la promotion, c'est, justement quelle visibilité tu donnes à tout ça. Et c'est ça qui te donc c'est ta logique, c'est ton système, de création qui te permet, bah, justement, d'être à la fois, régulier et d'être fréquent, dans ta prise de parole. Puisque c'est, parce que, ces 2 éléments vont justement te permettre de créer ce parasocial qui va te permettre de donner vie à cette perspective. Et donc finalement, c'est, la pro le ta ton système promotionnel, c'est vraiment ce qui va, créer le flux qui va permettre aux 2 autres d'exister. Donc, c'est Mm. vraiment ces 3 variables-là et ça, tu peux l'appliquer. Moi, mon hypothèse, c'est que tu peux l'appliquer sur n'importe quel canal et a fortiori, c'est vachement intéressant sur un canal comme Insta, qui ne va pas te sanctionner, qui va être très, permissif en termes de volumétrie que tu peux produire. C'est-à-dire que sur Insta, LinkedIn, tu as une capacité d'absorption du feed qui est, très faible. C'est-à-dire qu'au-delà de, 2 posts par jour, c'est déjà énorme. Sur Ouais, Insta, tu peux bourriner, les stories sans aucun problème. Tu peux publier, plusieurs, feeds, plusieurs, réels par jour, plusieurs posts par jour sans aucun problème. En tout cas, Insta va pas te sanctionner pour ça, tu vois? Et donc, bah, Insta, si tu es en mesure de produire audiovisuellement parlant, bah, c'est un canal super intéressant pour, justement, de par cet aspect-là, bah, parce que tu peux, très vite produire une très, très forte quantité promotionnelle, qui te permet d'itérer, de donner vie à ta perspective, de créer vite ce parasocial et tout. Et donc, bah, moi, comment j'envisagerais le truc? Bah, j'envisagerais le truc sous forme de, bah, le seul truc qu'on maîtrise aujourd'hui, c'est, le soin qu'on donne à cette perspective. Est-ce qu'on est sûr, à 100 de, des raisons pour lesquelles on prend la parole, du problème qu'on adresse, pour qui et ainsi de suite? Et ensuite, bah, c'est le volume qu'on produit par unité de temps, quoi. Donc en gros, combien de réels par, jour, par semaine on produit, combien de stories, combien d'interactions et ainsi de suite. Après ok, tout ce que je te dis là, c'est pour ça que je fais un petit pas de côté par rapport à Insta, parce que c'est pas du tout mon canal de prédilection, quoi. ok. Merci beaucoup, Benoît. J'espère que c'était utile un tout petit peu. Oui, ça me donne un autre spectre. Merci. Trop bien. Merci à tous pour vos questions. Merci Benoît pour ton intervention. J'ai mis Avec plaisir. le lien de Scalesia pour que vous puissiez aller voir le travail de Benoît et de ses équipes. Alors ça, c'est quelque chose que je vous recommande très, très, très fortement. Inscrivez-vous à la newsletter qui est vraiment giga, giga qualitative. Tout en bas, vous avez
vous avez le formulaire d'inscription. Allez-y, c'est vraiment précieux. C'est une des rares que je lis. Moi, je déteste lire les newsletters. C'est un format que je trouve, enfin, qui fit pas avec moi. Moi, j'adore YouTube. Je pense YouTube. Mais pour le coup, là, pour le coup, je suis vraiment assidu sur celle de Benoît. Donc, je vous recommande vraiment de faire la même chose. Benoît, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a une info, une actu que tu as envie de partager? Est-ce que tu veux profiter d'avoir la parole pour partager ça? Ouais, bah merci pour la reco, ouais, sur la newsletter. Bah, la newsletter, c'est un des contenus que je continue de créer aujourd'hui. En tout cas, celle du vendredi. Il y en a 2 par semaine. Donc, très curieux d'avoir vos retours, mais effectivement, c'est un vrai kiff et c'est là-dedans que je vais envoyer des grosses tartines, quoi. Et sinon, je vous envoie le lien vers mon podcast perso, histoire que vous puissiez, bah, si jamais vous avez envie d'écouter tout ça, encore une fois, on déconne bien dedans. J'essaie de vous retrouver ça. Et voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a été utile. Hyper Et intéressant. ouais. Et Ouais, trop j'essaie cool. toujours tu sais, de manier un peu la théorie et la pratique sans trop tomber dans l'un ou dans l'autre. Et j'espère pas avoir trop merdé. Et C'était top. Et ok. d'ailleurs, hein, n'hésitez pas, les amis, à aller revoir aussi sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube, l'intervention de Benoît quand il était venu au Mastermind il y a quelques années maintenant, oui. C'était C'est fin hyper 2023. intéressant. Ouais, fin 2023. Ouais. Et n'hésitez pas à aller voir. C'était une énorme masterclass. Donc, vraiment, je vous recommande. Je Tenez, recommande. je vous mets ça là dans le chat. Et effectivement, on le Trop. distribue assez peu, mais on se marre bien et on parle de sujets pour le coup dont on entend très peu parler d'une manière générale. Et c'est vraiment nos apprentissages d'entrepreneurs hebdo avec mon pote Alexis, qui est extrêmement bon aussi dans ce qu'il fait. Trop cool. Ben, merci, on ira voir ça. Merci Benoît. À très bientôt. Nous on continue la conversation en off. Les amis, n'hésitez pas Ouais, à aller remercier Benoît aussi c'est sur LinkedIn ou sur Insta. Et vraiment inscrivez-vous à la newsletter, je recommande chaudement. merci à Merci. tous et bon Merci à week-end. tous. À plus tard. Ciao, ciao.